Alors, on doit enchaîner. J'invite Manuel Rodriguez, bonjour à vous, pour la prochaine présentation qui porte sur les recherches en cours de la chaire de recherche sur l'eau potable. Manuel Rodriguez est titulaire de cette chaire de recherche, CRSMG, en gestion et surveillance de la qualité de l'eau potable de l'Université Laval. Il est professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional, où il enseigne dans le domaine, bien sûr, de l'environnement et de l'eau. On vous écoute, M. Rodriguez. Merci beaucoup. Donc, dans les prochaines 15 minutes, je vais essayer de résumer les projets qui sont associés à la chaire, mais qui sont plus particulièrement associés à la protection des sources. Je rappelle rapidement que dans le domaine de l'eau potable, on fait une approche, on préconise une approche multibarrière, source, traitement, réseau, distribution, incluant surveillance et contrôle de la qualité de l'eau. Et donc, la source étant la première barrière, on doit s'en préoccuper. Et au Québec, on a commencé il y a quelques années à le faire. Et en 2014, il y a un règlement qui a été mis en vigueur et que toutes les municipalités devront respecter s'ils ont un approvisionnement public. Alors, nous, de la chaire, en effet, on travaille aussi sur les sources. Je vais vous en parler. Avec une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire pour gérer une source d'eau potable, il faut générer des connaissances sur la qualité de la source, mais aussi être capable d'utiliser ces connaissances pour l'aider à la décision et pour la gestion des activités anthropiques ou naturelles qui pourraient affecter les prises d'eau potable. Je vais en parler davantage sur les prises de surface, celles qui intéressent davantage la région de Québec. Alors, nos études de cas sont surtout sur la ville de Québec, qui est notre principal partenaire, mais également sur la ville de Lévis et la ville de Saint-Jérôme, avec la participation de l'APL de Watershed Monitoring et de SSL Lavalais et Avensis. Je vais présenter très rapidement les projets qui sont associés donc à la source, des projets qui ont lien avec l'aménagement du territoire, qui sont effectués par des étudiants de maîtrise, de doctorat ou de postdoctorants. Donc, pour connaître les activités anthropiques, il faut tout d'abord pouvoir connaître l'impact des activités-là sur la prise d'eau et pouvoir classer les menaces anthropiques. C'est le projet de doctorat de Ariane Marais qui développe une méthodologie de la décision pour pouvoir classifier, prioriser les menaces sur le territoire à la prise d'eau, c'est-à-dire pour pouvoir ensuite agir sur ces menaces-là, agir sur les menaces, c'est-à-dire les identifier spatiales et temporellement, et ensuite, dans un autre projet de doctorat de Jérôme qui est ici, c'est de pouvoir proposer des actions qui sont associées à ces menaces-là. Dans le cas de Jérôme, il veut développer un outil de la décision basé sur des connaissances passées, ce qu'on appelle des raisonnements à base de cas, pour pouvoir appliquer à de nouveaux problèmes des cas qui ont été résolus dans le passé avec du succès. Donc, ça requiert le développement d'une base de connaissances et la modélisation de ces connaissances-là pour choisir les bonnes actions pour contrer les menaces. Le troisième projet, c'est celui que vient de terminer Sonia Bemel dans son doctorat, qui est le projet qu'elle a présenté au début, qui est l'aide à la décision pour optimiser les stratégies de suivi de la qualité de l'eau dans les cours d'eau et dans les lacs, avec l'utilisation d'une approche participative et dans lequel elle a utilisé le logiciel Enki que Watershed a développé pour intégrer les variables et les composantes du modèle de la décision. Donc, vous pouvez consulter déjà des articles associés à cette thèse et bientôt la thèse qui va être publiée en ligne par l'Université Laval. Le quatrième projet est celui de Julia qui vient de terminer sa maîtrise aussi et qui a développé un outil pour améliorer, partager et transférer aussi les données qui sont nécessaires pour la protection des sources avec l'application d'une municipalité et qui en fait consiste à utiliser encore une fois Enki pour pouvoir garder toutes ces données-là pour qu'ensuite ils puissent utiliser pour les différentes étapes de la protection des sources, en particulier l'évaluation de la vulnérabilité et des risques associés à l'utilisation du territoire. Ensuite, un projet en cours sur la modélisation et l'optimisation des stations de la qualité de l'eau en amont des prises d'eau pour pouvoir sélectionner quelles stations doivent être suivies en priorité dans le temps et dans l'espace à des coûts raisonnables pour faire le lien avec la qualité de l'eau
au point de la prise d'eau. C'est développé par un stagiaire postdoctorant, Guyane Tipi, et qui préconise des systèmes d'alerte précoce, c'est-à-dire comment faire en sorte pour suivre la qualité de l'eau dans le bassin versant pour qu'on puisse rapidement avoir une information à la prise d'eau et à la rigueur, les traiteurs d'eau, qui sont les opérateurs des usines, puissent réagir plus rapidement que tard. Le projet numéro 6 vise plutôt les sources d'eau sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a plusieurs prises d'eau au Québec qui utilisent l'eau du fleuve. Et dans la région de Québec, ce sont les dernières dans le bassin versant du fleuve et des grands lacs, puisque l'évaluation des activités anthropiques requiert l'évaluation des utilisations du sol. Dans tout le bassin versant d'une prise d'eau, il y a, vous comprenez, plusieurs municipalités qui partagent le même bassin versant. Donc, Yanis Delplat, il est en train de développer en collaboration avec la ville de Québec, la ville de Lévis, mais aussi les quelques municipalités qui s'approvisionnent de l'eau du fleuve, une méthodologie pour transférer et partager les connaissances pour évaluer la vulnérabilité de ces prises d'eau sur le fleuve Saint-Laurent, dont la prise d'eau de Sainte-Foy et les deux prises d'eau de la ville de Lévis, Charny et Lévis. C'est une photo que Yanis m'a donnée dans les environs de la prise d'eau de Cap-Rouge de Sainte-Foy. Le projet numéro 7, c'est un projet qui est fait en collaboration avec ma collègue Geneviève Pelletier qui est ici et deux étudiantes, qui vise en fait à développer les connaissances pour prendre en compte le temps de transport de l'eau dans l'évaluation de la vulnérabilité des prises d'eau potable et surtout pour pouvoir prendre en compte les formes d'utilisation du sol qui sont plus ou moins éloignées de la prise d'eau et qui tiennent compte en fait du temps que le temps prend, le temps que l'eau prend pour se rendre à la prise d'eau à partir de chaque point sur le territoire. Donc une variable qui est importante pour évaluer l'impact des activités anthropiques, l'impact réel des activités anthropiques sur la prise d'eau. Donc, ça requiert de la modélisation hydrologique, mais ça requiert également de la connaissance du territoire naturel, qui va ensuite être cette connaissance combinée à la connaissance sur la qualité de l'eau qu'on développe dans le cadre de la chaire. Lorsqu'on parle d'outils d'alerte précoce, on parle de suivi de la qualité en temps réel. Suivre la qualité de l'eau requiert des analyses de plusieurs paramètres de la qualité de l'eau. On en a parlé de plusieurs aujourd'hui, mais il y a certains paramètres qui sont des meilleurs indicateurs que d'autres. Il y a des paramètres pour lesquels il y a des technologies qui permettent de générer l'information avec une haute fréquence. Donc, nous sommes en train de mettre en place des équipements qui fonctionnent déjà dans les usines, à même la prise d'eau, mais aussi à différents sites du traitement, pour pouvoir évaluer très rapidement l'état de la qualité de l'eau et pouvoir, en fait, par exemple, identifier les pics de contamination qui peuvent arriver en quelques minutes, en quelques heures. Et si on avait à suivre la qualité de l'eau seulement une fois par semaine, une fois par mois ou même une fois par jour, on ne serait pas capable de détecter. Donc, ces instruments nous permettent d'avoir une alerte rapide, une alerte précoce afin d'agir et d'éventuellement ajuster le traitement de l'eau. Le 9e projet est davantage microbiologique. Un des défis au niveau de la gestion de la qualité de l'eau, c'est de pouvoir détecter les contaminants le plus rapidement possible, mais quand on parle de micro-organismes, on a besoin, par les méthodes conventionnelles, d'aller en laboratoire, analyser, et généralement les données qui sont des données qui sont disponibles le sont peut-être 24 heures ou des fois 48 heures plus tard. Et s'il y a une contamination réelle, le mal est déjà fait. Donc, nous sommes en train de développer par le projet sur le suivi microbiologique de la rivière Saint-Charles des méthodes rapides, mais basées surtout sur l'analyse de l'ADN des micro-organismes, pas seulement pour savoir quel est le type de micro-organisme qui se trouve dans l'eau, mais également quelle est la provenance, pour pouvoir aussi faire le lien entre la présence des micro-organismes et l'origine, que ce soit origine humaine, animale ou autre. Pour ce faire, nous faisons des campagnes d'échantillonnage en amont de la prise d'eau de Québec jusqu'au lac pour regarder quelle est l'évolution espace-temps de ce type de micro-organismes avec des méthodes qu'on appelle de la biologie
moléculaire. Dans le domaine de l'eau potable, on parle beaucoup de E. coli. E. coli est une bactérie qu'on connaît beaucoup mieux que d'autres, et c'est pour ça qu'on l'utilise comme indicateur, même dans les réglementations. Par contre, il y a aussi des parasites, et les défis de traitement de l'eau actuellement sont basés sur la présence des parasites dans l'eau, et on a très peu de connaissances parce que les mesurer est extrêmement long et coûteux. Alors, on finit par utiliser le E. coli comme indicateur, qui n'est pas nécessairement le meilleur indicateur. Donc, dans le cadre de notre projet en microbiologie moléculaire, nous sommes en train de développer des techniques pour pouvoir détecter ces parasites, en l'occurrence Giardia ou Cryptosporidium, dans les sources d'eau de surface, afin de pouvoir éventuellement faire des liens avec d'autres indicateurs qui seraient moins coûteux à suivre et pouvoir prendre des meilleures décisions au niveau du traitement de l'eau. Alors, donc, nouvelles connaissances sur les nouveaux paramètres de la qualité de l'eau, sur les nouvelles substances chimiques, sur les substances ou sur les micro-organismes, mais également sur les contaminants émergents. Et ça c'est un parasite d'ailleurs, en microscopie. Suivre les contaminants intérieurs émergents requiert avant tout développer des techniques analytiques au laboratoire qui requièrent notamment des équipements très sophistiqués, très coûteux, et qui requièrent une main-d'œuvre particulière en chimie, notamment analytique, pour pouvoir développer ces technologies. Donc, depuis 2 ans, nous avons réussi à acquérir ces équipements avec la participation de François Roux et de Christine Beaulieu qui est ici, pour pouvoir ensuite développer les techniques analytiques, les mesurer et ensuite les suivre. Et ça, c'est la présentation que mon collègue Jean Serrault va faire tantôt sur l'évolution de la présence espace-temps des micro-organismes pathogènes. De contaminants d'intérêt émergents, qui sont des contaminants chimiques qui se retrouvent d'ailleurs généralement en trace. Voilà. C'est bien. Vous avez pris moins de temps. Alors, voilà donc 11 projets différents et sur des voies suivi des indicateurs, outils de prise de décision, d'aide à la décision, gestion de l'information. Il y a plusieurs voies là-dedans, monsieur. Votre commentaire ou question? Gilbert, donc citoyen du bassin versant. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir toute cette connaissance-là. Mais une de mes préoccupations comme propriétaire riverain, puis je vois tout ce qui se passe dans le bassin versant, puis autour de chez moi, c'est comme, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui se préoccupe de la démocratisation de cette information-là, puis voir aussi comment on peut changer des comportements. C'est-à-dire que là, on est très scientifique, on donne cette information-là mais c'est comme si on laissait, comme citoyen, la responsabilité aux chercheurs puis aux gens des municipalités le soin de s'occuper de notre environnement. Donc, on a peu d'informations, il y a peu d'informations qui transpirent de toute cette recherche-là, qui vient jusqu'à nous pour que nous-mêmes, comme citoyens, on puisse faire de quoi. Parce que c'est pas vrai que c'est seulement les municipalités qui peuvent agir. Chaque citoyen peut changer son comportement, voire à l'amélioration de son petit environnement, à éviter de jeter des polluants dans son système d'installation septique autonome. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu qu'il y ait justement des recherches pour s'assurer qu'il y a une démocratisation de l'information, puis aussi un changement de comportement? Oui, en fait, la première étape, comme je disais, c'est développer les connaissances, ensuite les utiliser pour les prises de décision. Nous travaillons avec l'APEL, avec Watershed Monitoring, avec la Ville de Québec et la Ville de Lévis présentement pour essayer, je ne dirais pas de démocratiser, parce que bon, c'est un gros mot, mais essayer de valoriser l'information, la rendre éventuellement publique avec des moyens technologiques qui permettent en fait de la transférer efficacement, aussi parce que quand on dit de démocratiser les données, on parle de données brutes. Et la donnée brute, même si on la démocratise, après ça, comment va-t-on l'utiliser si elle est brute? Alors, on travaille sur la manière de la rendre transférable selon le type d'utilisateur.
Et c'est ça qu'on est en train de faire dans le cadre de projets plus appliqués de communication, de transfert de connaissances. La question de la Watershed Monitoring travaille beaucoup sur la question de la qualité de la donnée, de la traçabilité et de la question de métadonnées. C'est-à-dire qu'une donnée scientifique qui peut être très précise, apparemment très précise, devrait être reproductible dans le futur et pour qu'elle soit utilisée, devrait être de très bonne qualité en termes de comparabilité. Donc on doit commencer par ça. Mais je suis d'accord que l'idée à la fin de la journée, c'est que les données scientifiques puissent être transférables, mais aussi compréhensibles par les utilisateurs. Et si on parle de la population en général, il faut éduquer cette population à utiliser ces données-là. Ouais. Même, par exemple, au niveau de la réglementation américaine en eau potable, il est obligatoire que les municipalités, même au Québec aussi, c'est moins connu, moins fait, ou moins surveillé, que les municipalités publient les données de suivi de la qualité de l'eau. Mais quand on publie des données brutes, des paramètres que les gens ne comprennent pas, ça ne donne pas grand-chose. Alors, comment faire en sorte pour transférer cette information aux utilisateurs, c'est un défi aussi. Déjà, l'un des projets, on va en entendre parler un peu plus tard aujourd'hui, il consiste à fabriquer un outil de gestion de l'information grâce à NP, entre autres. Mais ce qu'on pourrait penser, c'est comme une sous-question, aller plus loin. Déjà, il y a une approche multidisciplinaire dans tout ça, mais aller chercher des spécialistes ou des enseignants au département de communication et de communication scientifique. Il y a quand même une branche de l'Université Laval qui pourrait travailler sur des enjeux de communication de ces données-là dans un effort justement d'interprétation, mais de diffusion à plus grand public. Ça pourrait être un axe de recherche éventuel. Mais en fait, on le fait déjà, pas nécessairement avec les données de qualité d'eau des sources, mais dans un projet qu'on vient de débuter avec des gens de la santé publique, de la faculté de médecine, visée eau, on travaille sur comment communiquer les données sur l'eau potable dans les écoles, compte tenu du fait que les élèves des écoles connaissent aussi l'eau potable. Utilisent d'autres types de boissons, donc des boissons sucrées. On est en train de travailler sur comment faire en sorte pour passer des boissons sucrées à l'eau robinet, qui est bonne, mais en fait, il faut qu'elle soit bonne. Mais les gens ont la perception qu'elle a du goût, elles sont au clair. Alors, on travaille là-dessus avec des gens de communication. Parfait. Monsieur, votre question? D'abord, juste mentionner que dans le contexte du règlement provincial sur la protection des eaux potables, les villes qui vont être capables doivent rendre public les plans de protection en 2021. J'imagine que les dates vont être reportées parce que les villes sont en retard. Juste mentionner que ces informations-là vont devoir être rendues publiques. Les différentes études, évidemment, sont faites dans le contexte de RTP, dans l'analyse de vulnérabilité, ceux qui touchent aussi l'évaluation des menaces, des activités anthropiques. Est-ce que vous travaillez avec le guide du ministère qui accompagne le guide? Est-ce que vous allez challenger les éléments? En fait, ça reste un guide, mais évidemment, c'est une approche qui est proposée par le ministère. Est-ce qu'il y a des études qui vont toucher au guide? Par exemple, pour le classement des menaces en trois. Oui, récemment. En fait, le guide n'est pas facile à interpréter sur certains aspects. Le guide est un guide, mais qui est conçu pour qu'il soit applicable partout. Donc, c'est par exemple par rapport au secteur d'action, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aires d'alimentation, aires rapprochées. Ces secteurs-là, c'est plus ou moins qualitatif, ce qu'il y a dans le règlement, et c'est plus ou moins approprié selon le cas. C'est-à-dire que le guide, comme le règlement, il est bâti pour que ça puisse être appliqué par les municipalités, mais il ne correspond pas nécessairement à la réalité des municipalités. Alors, ce que nous on fait, c'est sur la base de la philosophie du règlement et du guide, qui ne vient pas du Québec, mais qui vient d'ailleurs, c'est la même philosophie partout, c'est essayer de développer des méthodes qui permettent relativement facilement d'être adaptées à tous les cas. C'est-à-dire, par exemple, le cas sur les temps de transport de l'eau et la qualité de l'eau vis-à-vis des prises. Ce qu'on veut développer, c'est des méthodes pas très sophistiquées,
mais pas trop simpliste non plus, mais qui tient compte de la réalité de chaque bassin versant, de chaque aire d'alimentation pour qu'il puisse être appliqué et pouvoir décortiquer le territoire selon le temps que l'eau prendrait à arriver à la prise d'eau et ensuite pouvoir faire le lien entre les activités anthropiques qui se trouvent dans chacun des espaces qui ont différentes durées de transport de l'eau. Si on appliquait l'approche ontarienne qui est de modéliser chaque bassin versant hydrologiquement de manière très précise, on devrait demander à toutes les municipalités de le faire pour leur territoire, ce qui ne serait pas nécessairement faisable. Et l'expérience d'Ontario, c'est un peu ça, c'est un peu le fait qu'on est allé trop précis et que finalement l'applicabilité n'était pas là. De l'autre côté, d'être trop simpliste implique qu'on ne va jamais se rapprocher à la réalité de chacune des municipalités. Et avoir la connaissance. Mais par contre, le règlement sera appliqué. Mais peut-être il y aura des cas où le bassin versant sera surprotégé et d'autres où il ne sera pas assez protégé vis-à-vis de la prise. Donc, ce sont des méthodes qu'on développe pour appliquer le guide et pour que ça soit généralisable dans n'importe quelle municipalité. Donc, une recherche d'équilibre. Les villes en ont besoin, c'est ça, tout le monde. Vous en êtes témoin. Merci beaucoup. En espérant que vous ayez les moyens que les technologies suivent. Vous avez besoin de technologies de pointe et ça, c'est de l'argent. Merci.